Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous prenons la direction du pays de Charleroi puisque c'est depuis Monceau-sur-Sambre que débutera cet itinéraire. La Sambre sera le fil conducteur de cette balade qui va marier le noir et le vert. On scelle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Le chemin de halage n'attendait que vous, mais au préalable, vous ne pouviez résister à une petite flânerie au sein du magnifique parc de Monceau-sur-Sambre. Dessiné à la française à l'époque de Louis XIV, il a ensuite été retravaillé à l'anglaise et recèle une remarquable richesse arborée. Pour y pénétrer, vous franchirez un imposant porche d'entrée, seul vestige de l'ancienne ferme castrale du XVIIe siècle. Au sein du parc, désormais dédié à Nelson Mandela, le château de Monceau était à l'origine une demeure seigneuriale remontant au XIVe siècle, mais essentiellement bâtie au XVIIe et XVIIIe siècle. De style classique, il est propriété des familles de Trasny, de Hamal et de Gavre, avant d'être acquis et restauré par la ville de Charleroi. Composé de 3 ailes, flanquées de tours circulaires aux angles, le château a été construit en briques, moellons calcaires et pierres de taille. Lorsque vous vous engagerez sur le halage le long de la Sambre, le monde de la batellerie s'offrira à vous. Juste après vous être étonné du bateau Chapelle, présent ici depuis de longues décennies, vous vous aventurez dans une ruelle séculaire de Marchienne-au-Pont. Dans la foulée, vous ferez connaissance avec un autre château de caractère posé sur les bords de la Sambre. Éric Guillain, bonjour, vous êtes journaliste à Télé Sambre et vous avez voulu me faire découvrir un certain pont de Marchienne-au-Pont. C'est une commune qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, ici c'était une ville très florissante, à l'instar de Charleroi déjà, avec notamment l'industrie sidérurgique, avec l'industrie verrière et les charbonnages évidemment. Ici c'était surtout des charbonnages et de l'industrie sidérurgique. Et d'ailleurs, l'un des premiers propriétaires du bâtiment que l'on va visiter aujourd'hui était un directeur de fonderie. Alors où sommes-nous plus précisément? Un petit coin méconnu finalement des Carolo. Ah oui, le château de Cartier est assez méconnu et c'est assez bizarre d'ailleurs parce que finalement aujourd'hui c'est une bibliothèque, mais c'est vrai que pour y parvenir, soit on vient par le chemin de halage et là il est bien visible, mais quand on vient de la route, c'est vrai qu'avec toute la circulation qu'il peut y avoir, c'est très discret comme château, alors que évidemment il y a quelques dizaines, plutôt quelques centaines d'années, ça occupait ici tout un domaine beaucoup plus vaste. C'est un château par où est passée une célèbre auteure. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est Marguerite Yourcenar, qui faisait partie, via sa maman, de la famille de Cartier. Et donc, elle est venue ici dans son enfance, dans son adolescence. Et puis, une fois que le château a été revendu, elle est quand même repassée ici à Marchienne. Elle avait d'ailleurs pointé certains endroits à revoir en Belgique. Elle avait pointé Marchienne, elle est revenue. Et puis, elle a eu la surprise de découvrir que c'était devenu une bibliothèque. Donc, quelque part, la boucle était déjà bouclée. Et cette bibliothèque, on va tout de suite pousser ses portes en votre compagnie, Eric, puisque c'est le sujet de son reportage. On le découvre. Ce château, en fait, date du début du XVIIe siècle et en 1695, Guillaume de Wilquin a racheté le château, a reconstruit, a embelli, a fait des extensions et on a aujourd'hui, ce qui reste aujourd'hui est une bonne partie de cette période. Et ce château donc porte ce nom-là. Pourquoi? Tout simplement parce que Louis-Joseph de Cartier a épousé la fille de Guillaume de Wilquin. Donc Louis de Cartier était conseiller et trésorier à la principauté de Liège.
Et à cette époque, Marchiennes appartenait à cette principauté. Le dernier propriétaire, jusqu'en 1938, c'était le baron Émile de Cartier. Donc, et en 1938, le château a été acquis par la commune de Marchiennes. Et bien voilà, ici nous nous trouvons dans un espace qui est dédié à Marguerite Yourcenar. Donc, Marguerite Yourcenar faisait partie de la famille de Cartier, puisque sa maman Fernande de Cartier. Elle est passée, je dirais, principalement dans son enfance avec son père et plus tard, lorsqu'elle était de passage en Belgique. En 1956, Marchiennes fut inscrite sur ma liste de sites à revoir en Belgique. Le parc, devenu public, me parut s'être quelque peu rétréci, mais il faut toujours compter avec les boursouflures du souvenir. Il était bien tenu, avec une nuance de froideur administrative. Le château jouissait d'un des plus beaux sorts qui puissent échoir à une demeure désaffectée. Il servait depuis peu de bibliothèque communale. Lorsque Marguerite Yourcenar a été acceptée à l'Académie française en 1980, Alphonse Darville a fait un médaillon que l'on retrouve en bronze à l'intérieur de la cour d'honneur. Ce bâtiment est classé depuis 1985 et il a été donc occupé par différents services, notamment la bibliothèque, qui a été réimplantée en 2000. Et donc depuis lors, nous organisons différentes activités, et notamment des visites du château avec les écoles en semaine. Vous poursuivrez votre pérégrination sur les bords de Sambre et bientôt, le visage qui a fait la renommée carolo-régienne depuis la révolution industrielle apparaîtra. Guillaume Ier, le roi des Pays-Bas, était particulièrement attentif au développement industriel. Sous son impulsion, en 1829, la rivière est la première du futur royaume de Belgique à être canalisée sur tout son cours. Sur votre route, une explosion de couleurs se dressera. Une fresque géante de plusieurs centaines de mètres carrés est le fruit de la première édition d'Urban Dream. Pour ce projet, plusieurs dizaines de graffeurs belges et étrangers ont laissé libre cours à leur créativité afin d'imaginer cette immense galerie d'art à ciel ouvert. Coup de pédale après coup de pédale, vous serez alors au cœur de la métallurgie, hélas, surtout conjuguée au passé. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, Charleroi était en effet le poumon économique de la Belgique et rivalisait avec Londres au plan européen. Des dizaines d'empires industriels s'y sont bâtis et vous n'aurez aucune peine à imaginer les cheminées qui crachaient du feu, les hauts fourneaux qui laissaient couler l'acier en fusion et les milliers d'ouvriers qui y forgeaient leur labeur. Petit à petit, vous délaisserez le brin des imposantes usines qui s'apparentent aujourd'hui à des fantômes et la ville de Charleroi vous tendra les bras. Pauline Bellefontaine, bonjour. Vous êtes coordinatrice à Chemin du Rail. C'est pas le fruit du hasard si on se trouve ici à Charleroi-Sud. C'est une des plus importantes gares de Wallonie. Oui, c'est un nœud ferroviaire très important et cela s'explique par le passé industriel très riche de la région de Charleroi. Donc cette gare, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle accueille 13 000 navetteurs par jour et donc cela implique que 400 trains voyageurs transitent ici quotidiennement. C'est une gare ancienne mais qui a été restaurée récemment, très bien restaurée même. Oui, donc au départ, elle a été inaugurée en 1874 et depuis 2004, elle a subi d'importantes rénovations. Donc la façade a été totalement refaite, mais c'est surtout la salle des pas perdus à l'intérieur qui attire notre attention. Elle a été rendue beaucoup plus lumineuse. Le vitrail dessiné par Claude Carpet a été nettoyé et donc a retrouvé son éclat d'antan. Et donc voilà, il y a d'importantes rénovations qui ont été réalisées dans le but d'améliorer le confort des voyageurs. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres projets autour de cette gare. Oui, donc à l'horizon 2021, c'est le tunnel sous voie du côté gare des Bus qui va être réaménagé et le parking donc de côté rue de la Villette, toujours dans le but que cette gare s'inscrive dans le paysage urbain tout en gardant son cachet d'antan. Un paysage urbain qui a beaucoup changé, on va le voir dans quelques minutes. Pauline, merci beaucoup, je sais que vous êtes incollable en question de patrimoine ferroviaire et je vous propose quant à vous de découvrir notre rubrique de la Minute du patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée aux signaux.
au chemin de fer, comme sur la route, il y a une série de signaux. Leur utilité, c'est d'avertir le mécanicien ou d'avertir le conducteur maintenant des actions à mener, soit ralentir, arrêter ou bien continuer. On trouve différents types de signaux. Oui, il y a des signaux fixes et des signaux mécaniques. Fixe indique par exemple la limitation de vitesse ou la reprise de vitesse, et les mécaniques, c'est souvent sur des mâts pour permettre aussi au mécanicien de signaler ce qu'il doit faire. Donc on a des signaux qu'on appelle à palette, horizontale arrêt, verticale passage. Évolution oblige, les signaux lumineux ont également fait leur apparition. Oui, bien sûr. Progressivement, on a eu des signaux lumineux, comme sur la route. Vert, on peut passer. Double jaune, attention. Et rouge, interdit de passer. Face à la gare de Charleroi, de part et d'autre du pont Roi-Baudouin surplombant la Sambre, deux œuvres de Constantin Meunier se font les gardiens de la ville. Le mineur et le métallurgiste rendent hommage aux travailleurs des mines et des usines, relèvent une fois encore la puissance industrielle d'autrefois. Après les avoir salués, vous vous en irez sur les quais de Sambre réaménagés et devenus une agréable zone de promenade. Vous convolerez avec les berges de la rivière et filerez droit devant. Au loin, deux châssis à molettes sortiront du paysage, rappelant l'autre glorieux passé industriel du Pays Noir. Classé depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le bois du Casier permet aux visiteurs de se plonger au cœur de l'histoire industrielle grâce à son offre muséale complète. Les origines de ce charbonnage remontent à 1822 et c'est seulement en 1967 que l'exploitation a fermé ses portes. Mais dans l'esprit de tous et à tout jamais, le nom de Bois du Casier renvoie inévitablement à la catastrophe du 8 août 1956. Ce matin-là, 275 hommes grattent le charbon des entrailles terrestres lorsqu'un important incendie se déclare dans la mine. 262 mineurs de 12 nationalités différentes y laissent la vie. Aujourd'hui, un remarquable centre d'interprétation et un émouvant lieu de recueillement à la verticale du puits où a eu lieu la catastrophe participent au devoir de mémoire. Arpentant le site, vous toucherez concrètement la réalité d'un passé pas si lointain, aurez une pensée particulière pour les nombreux immigrés italiens venus chercher un avenir meilleur. Et admirant la grande fresque murale 262, créée sous la direction de Charles Szymkowicz, vous méditerez sur cette phrase « L'oubli de la catastrophe ferait partie de la catastrophe ».